Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format court et je commence cette chronique en prenant mon ton grave puisque le chaos perdure en ce moment au Moyen-Orient et que le contexte géopolitique continue d'être extrêmement tendu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à mon expert en politique internationale de Montreuil. Comment vas-tu, l'ami Motas ? Écoute, ça va Val, hein. Je sais qu'on a l'habitude, comme tu dis, de dériver tous les dimanches soirs sur le cours du fleuve Borderline. Ouais. Mais aujourd'hui, promis, je parlerai ni Fry et je ferai aucune blague sur les ex de qui que ce soit. Dommage. Et du coup, je vais vous parler du football en Iran. Car tu l'as dit, ça n'aura échappé à personne, mais la guerre en cours au Moyen-Orient a pris une tournure nouvelle ce week-end. En frappant une ambassade iranienne à Damas, Israël s'est attiré une réplique directe du régime iranien pour la première fois de son histoire, et tout ça évidemment sur fond de ravages massifs du gouvernement israélien à Gaza, dont le bilan, on le rappelle, fait état de plus de 30 000 civils tués, dont de nombreux enfants. Et en effet, dans la nuit de samedi à dimanche, Téhéran a donc lancé 331 missiles et drones sur l'État hébreu. L'opposition entre les deux pays n'avait jamais été directe. L'Iran se contentait jusqu'alors d'armer et soutenir les milices ennemies déclarées d'Israël, le Hamas à Gaza, le Hezbollah libanais ou encore les Houthis au Yémen. On l'aura compris, ce nouvel épisode rapproche la région d'un conflit globalisé entre ces différents acteurs. Eh bien, on est content pour tous nos petits auditeurs qui n'avaient pas cours le mercredi après-midi, qui voulaient se détendre et qui tombent sur cet épisode. C'est raté. C'est raté. Tu nous as parlé de politique extérieure. Il y a évidemment aussi une actualité très forte en Iran sur la politique intérieure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, exactement, parce que le 16 décembre 2022, une étudiante iranienne d'origine kurde de 22 ans, Mahsa Amini, meurt 3 jours après son arrestation par la police des mœurs du régime. Plusieurs témoins et des photos du corps à l'hôpital permettent de penser assez facilement que la jeune femme a été battue à mort pour port de vêtements inappropriés. S'ensuit un long mouvement de contestation porté majoritairement par les femmes iraniennes qui démarrera au Kurdistan iranien, dont est originaire du coup Mahsa Amini, avant de s'étendre à tout le pays et représenté par toutes les classes sociales iraniennes. On n'était pas seulement sur un mouvement étudiant ou bourgeois. Ces mouvements révolutionnaires entraîneront la mort de plusieurs centaines de personnes et des vagues d'arrestations massives. Après plusieurs mois de confrontation, le régime chancelle mais tient bon, durcissant la répression et les libertés individuelles dans le pays. Et du coup, c'est dans ce contexte général et qui était important de rappeler qu'on s'est posé la question de l'existence du foot en Iran et de sa portée sociale et sociétale. Ouais, on en avait pas mal parlé, notamment l'année dernière au moment de la Coupe du Monde de football, puisque c'est vrai que les joueurs iraniens avaient eu On y reviendra. des gestes très importants. Très bien. Je ne spoil pas alors. Et justement, est-ce que tu pourrais nous refaire un petit contexte, un petit état des lieux rapide du football dans l'histoire moderne du football iranien ? Ouais, et du coup, je suis désolé, mais pour introduire tout ça, je vais encore apporter des éléments de contexte, puisque le pays a subi plusieurs bouleversements. En 1979, le pays donc connaît un fameux bouleversement, gouverné alors par une monarchie autoritaire avec à sa tête le Shah, Mohammad Reza Pavlani. Une révolution populaire va le renverser. Portée entre autres par l'ayatollah Khomeini depuis l'étranger, une république islamique va peu à peu s'installer, instaurant un nouveau type de régime, qui est aujourd'hui toujours en place, qui s'avérera tout aussi autoritaire, la République islamique. Avant 1979, le pays est tourné vers l'Occident, avec notamment les États-Unis comme alliés de marque, et sans surprise, le football est un outil de soft power important. Le sport se développe, le Shah y voit un moyen efficace de se tourner vers l'international. En 72, on crée même un championnat national, ce qui est rare dans la région. Seulement voilà, comme on l'a dit en 1979, les bouleversements politiques dans le pays mettent un terme à cet âge d'or. Le rigorisme imposé par le régime des mollahs et la République islamique n'est pas en phase avec les débordements que peuvent amener le football. Dans un nouvel État, qui lui aussi souhaite imposer des limites à la liberté d'expression, on ne voit pas d'un bon œil les rassemblements trop importants et les stades de foot ne font pas exception.
Pour ça, le championnat national est supprimé, mais pour ne pas fâcher la population piquée de football, on conserve de petits championnats régionaux qui, de fait, draineront moins de public, donc moins de médiatisation, donc moins de ferveur populaire, moins de risques pour le régime, etc. Mais aujourd'hui, l'équipe iranienne est quand même assez identifiée par tous les suiveurs de sport. On l'a vu notamment participer à la Coupe du Monde l'an passé. Du coup, je suppose que c'est un État qui va pas durer très longtemps. Exactement. Bien qu'en sous-main, le pouvoir iranien est contrôlé par l'ayatollah Khomeini et l'influence des mollahs très importante. Depuis 1979, l'Iran se veut république. Et du coup, Val, qui dit république, dit élection. Comme en Russie, par exemple. Oui, par exemple. Nouveau petit point contexte, mais de 80 à 88, l'Iran est en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée des religieux chiites révolutionnaires. Après 8 ans de guerre contre son voisin, la République iranienne a de nouvelles élections et arrive alors Hachemi Rafsanjani, vu comme plus modéré et qui va redonner au football une place plus importante. Le championnat national est rétabli, bien que toujours amateur, il faudra attendre les années 2000 pour qu'il se professionnalise, et le régime religieux commence à percevoir les possibilités en la matière de safe power que ce sport peut apporter, à la manière de son utilisation par son ennemi le Shah avant 1979. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau rapport au football ? C'est comme tout, le pays évolue et 10 ans après son arrivée, pour maintenir la pression, le régime évolue avec. Le football iranien suit la courbe du football mondial, le sport se popularise, s'individualise aussi. On connaît tous Ali Dei, premier joueur du monde à atteindre les 100 buts avec son équipe nationale, qui fera les beaux jours localement, entre autres, du Persepolis Téhéran pendant les saisons 94-95, 95-96. Le pouvoir en place le comprend et laisse plus de place au football. Le climax, on le sait, c'est en 1998, en France, pendant la Coupe du Monde, lors d'une rencontre de poule entre le pays et les États-Unis, qui d'ailleurs scellera une micro-réconciliation sur le moment, avec notamment la photo célèbre des deux équipes qui posent ensemble et mélangées avant match, et la victoire du coup 2-1 de l'équipe perse, que le régime fêtera à coup de déclaration choc d'Ali Khomeini, son leader. Ce soir, le puissant et arrogant adversaire a senti le goût amer de la défaite. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tom Abadi a des origines iraniennes depuis 1998, c'est son année de naissance. Niveau ferveur populaire, on en est où ? Comme partout, aussi autoritaire est-il, aucun régime ne peut contrôler totalement les pratiques culturelles de son peuple. Donc au même titre que les cassettes de musique continuent de s'échanger sous le manteau, le football y continue de réunir. Et il y a un exemple qui est probant, c'est celui du derby de Téhéran, entre l'Estrégal appelé avant Taj FC et Persepolis. Jusqu'en 1979 et son âge d'or, du coup, du foot, le derby, il est évidemment légitimé par le Shah. Dans un football iranien qui est incarné, on y compte un récit, les bleus du Taj qui représentent l'élite, les rouges de Persepolis, qui incarnent le peuple téhéranais. Post-révolution, le derby présente une des rares failles du nouveau régime, des débordements, des envahissements de terrain. En 1983, on compte 128 000 personnes dans le stade, dans un football qui, on le rappelle, était devenu régional de 79 à 89. Tu peux imaginer comme ça peut faire tâche. Les débordements sont tels qu'on interdit les arbitres iraniens d'en être un acteur. Après un énième scandale en 95, le derby sera désormais arbitré par des étrangers, chose unique dans le monde. Aujourd'hui, les arbitres iraniens sont revenus sur la pelouse, mais le derby a de beaux jours devant lui, puisque cette année, le stade à chaque match est rempli dès le matin même et se déroule toujours devant environ 100 000 personnes. Ok, et si on reprend un petit peu le contexte actuel et général de l'Iran, compte tenu des tensions à la fois extérieures et intérieures, est-ce qu'on peut faire un état justement du football en Iran ou pas du tout ? Déjà, on l'a évoqué, mais pas assez souligné. L'Iran est ce qu'on appelle un pays de foot. Qualifiée 5 fois pour les 7 dernières Coupes du Monde, elle est un référent mondial en la matière, et notamment dans la région. Elle performe régulièrement pendant la Coupe du Monde, comme sa victoire dans la dernière Coupe du Monde 2-0 contre le Pays de Galles au Qatar en 2022, ou celle de 98 contre les États-Unis dont on a déjà parlé. Plus localement, elle codétient avec la Corée du Sud le record de participation à la Coupe d'Asie, dont il a été 3 fois vainqueur avant la Révolution de 79, en 68, 72 et 76. Côté joueur, le pays a produit de grands noms du football, Ali Dei en tête, on l'a évoqué, mais aussi Mehdi Madavika, c'est celui qui avait marqué le deuxième but de l'Iran contre les États-Unis, Ali Karimi qui a joué au Bayern de Munich, ou plus récemment l'attaquant du FC Porto Mehdi Taremi ou celui de la Roma, Sardar Azmoun. En 2023, l'équipe tombe en demi-finale de la Coupe d'Asie contre le Qatar, après notamment avoir éliminé le Japon, qui est un des grands favoris de la compétition. Et du coup, on l'a souligné, depuis la mort de Massa Amini, le régime a perdu en stabilité. Et bien que le football soit utilisé comme un outil de propagande, il reste un espace de contestation important. On se souvient par exemple d'Ali Karimi, dont on a parlé, qui joue au Bayern de Munich, qui portait un bracelet vert pour protester contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, qui lui vaudra une exclusion de l'équipe nationale, puis une réintégration après moult pression de la FIFA. Plus récemment,
En soutien au mouvement de protestation de 2022, la Coupe du Monde au Qatar était devenue un support d'expression pour la cause. Au démarrage de leur match d'ouverture contre l'Angleterre, pendant l'hymne national, l'équipe avait choisi de porter une veste noire pour cacher le maillot en signe de protestation. Des hommages aux familles des victimes avaient été prononcés en conférence de presse et Sardar Azmoun avait notamment déclaré « La punition ultime est d'être expulsé de l'équipe nationale, ce qui est en fait un petit prix à payer pour une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne. Ça ne sera jamais effacé de notre conscience. Je n'ai pas peur d'être évincé. Honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d'Iran. » Et en plus de ça, il est également important d'évoquer la situation d'Amir Nasr Azadani, footballeur professionnel, et condamné à 16 ans de prison pour avoir manifesté. Preuve que le sport n'a pas été épargné par la vague de répression. Enfin, tout ça pour dire, en tout cas, Val, que l'avenir ne nous dit pas quel sera le destin réservé au football en cas de guerre ouverte avec Israël ou de rebond des révoltes internes liées aux répressions du régime envers les libertés individuelles. Mais toujours est-il qu'on imagine mal disparaître des cœurs et des pratiques du peuple iranien qui, on le souhaite, continuera de s'en approprier les luttes, la gloire et les histoires. Ouais, je rajouterais même, je crois que des pressions avaient été mises sur les joueurs au lendemain de cette protestation au moment de la Coupe du Monde. Tout à fait. Pas sur les joueurs, même sur les familles des joueurs qui étaient évidemment restés au pays. Joueurs, familles des joueurs et dirigeants qui étaient présents au Qatar. Exactement. Merci beaucoup, Motas, pour cette excellente chronique que j'ai pris énormément de plaisir à écouter. Merci à toi. Évidemment, restez connectés sur 11e art. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme je l'ai dit dans ma petite introduction. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Ciao, ciao à tous.